Bonsoir. Bienvenue à BANQ Vieux-Montréal. Merci au public qui s'est déplacé ce soir et aux internautes qui assistent en direct à l'événement. Je suis Geneviève Murray, je suis chargée de projet à la Direction des communications, de la programmation et de l'éducation. Depuis 2 ans, BANQ travaille à soutenir le milieu de l'éducation par une foule d'initiatives telles que visites d'exposition, ateliers de création littéraire ou mise en ligne de ressources éducatives. La conférence à 4 voix de ce soir est un exemple concret d'une offre éducative que nous souhaitons construire sur des bases mariant approche culturelle et enseignement. Cette conférence, qui retrace les principaux jalons qui ont mené à la conceptualisation du domaine des arts dans le programme de formation de l'École québécoise, vous sera livrée par 4 professeurs de la Faculté des arts de l'Université du Québec à Montréal, qui s'intéressent en particulier à l'éducation artistique et qui ont pour dénominateur commun d'avoir cumulé une grande expérience d'enseignement en milieu scolaire. Christine Fauché est professeure à l'École des arts visuels et médiatiques. Carole Marceau est professeure en enseignement de l'art dramatique à l'École supérieure de théâtre. Caroline Raymond est professeure en études de pratique pédagogique au département de danse. Et enfin, Vincent Bouchard-Valentine est professeur au département de musique. Je souligne ce soir la présence de M. Réal Gauthier, ex-commissaire de la commission Rioux. M. Gauthier a joué un rôle de premier plan dans le mouvement étudiant qui a conduit à l'institution de la commission et au choix de son président, le sociologue Marcel Rioux. M. Gauthier a participé aux travaux de la commission comme représentant des étudiants de l'École des beaux-arts de Montréal. Bienvenue, M. Gauthier. Au nom de Mathieu Tuat-Dubé, chef de l'éducation, que je représente ce soir, et de M. Jean-Louis Roy, notre PDG, je vous souhaite une très agréable soirée. Alors, merci, Mme Murray. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la publication du rapport Rioux, qui sont organisées conjointement par la Faculté des arts et aussi la Faculté des sciences de l'éducation. Et je souligne la présence de Mme Monique Brodeur dans l'assistance, qui est doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation et qui a participé dès le début à l'initiation du projet, à l'idéation, à la conception et de ces célébrations qui font en quelque sorte écho aux célébrations qui ont eu lieu à l'UQAM il y a quelques années pour le rapport parent. Donc, bienvenue. Et je trouve aussi très significatif que les 2 facultés se joignent pour célébrer le rapport Rioux parce que à travers le rapport Rioux, on trouve de nombreux appels à un enrichissement des pratiques pédagogiques en art par les connaissances issues des sciences de l'éducation et inversement à un enrichissement des pratiques éducatives grâce à l'apport des savoirs artistiques. Donc, je pense que ça, c'est un élément important du rapport. Les célébrations du rapport Rioux profitent évidemment de la contribution de nombreux partenaires, notamment Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, la conférence que nous donnons ce soir en est un témoignage. On a également une conférence prévue le 21 mars avec le dramaturge René Daniel Dubois. Nous avons publié en décembre dernier un numéro thématique de la revue À rayon ouvert portant sur le rapport Rioux. Nous avons ici sur place des versions imprimées de ce numéro et pour les personnes qui nous suivent via Internet, vous pouvez accéder à la version numérique à partir du site de BANQ. Mais ce partenariat, cette collaboration a aussi donné lieu à une édition numérique du rapport Rioux qui a été réalisée par BANQ, donc qui a numérisé l'ensemble des 4 volumes. Et pour nous qui sommes chercheurs, c'est vraiment un apport très précieux de pouvoir, par exemple, faire des recherches textuelles dans les documents, sélectionner du texte, etc. Donc, merci beaucoup à BANQ pour cette réalisation. Célébration du rapport Rioux, nous avons un site Internet, une page Facebook que nous vous invitons à aimer
et un fil Twitter que nous vous invitons à suivre, évidemment, pour prendre connaissance d'une part des événements passés, parce que nous sommes en action depuis le mois de mars 2018 avec plusieurs activités qui se sont enchaînées, et quelques-unes encore pour les prochaines semaines, dont le colloque scientifique Art, société et partage des savoirs, donc qui aura lieu à l'UQAM les 15, 16 et 17 mai prochains. Et donc, nous aurons une centaine de présentateurs, de chercheurs, d'artistes, d'enseignants qui vont réfléchir en commun sur les enjeux actuels de l'enseignement des arts au Québec, principalement. Et particularité de ce colloque, il est gratuit et ouvert au public. Donc, vous pourrez assister et même participer aux échanges parce qu'il y a des moments qui sont prévus d'échange avec le public durant le colloque. Donc, bienvenue à tous. Donc, la conférence de ce soir est consacrée au domaine des arts du programme de formation de l'École québécoise, donc un des 5 domaines d'apprentissage fondamentaux du programme et qui est constitué de 4 disciplines artistiques, donc l'art dramatique, les arts plastiques, la danse et la musique. Donc, considérant l'existence de ces 4 arts à l'École québécoise, on se demande ce soir quelle est la vision de l'interdisciplinarité qui s'est développée depuis le rapport Rioux. Donc, le rapport Rioux qui avait un intérêt particulier pour l'interdisciplinarité. Voilà. J'ai sélectionné un schéma très intéressant du rapport Rioux qui nous montre un arbre. Et en fait, cet arbre représente le projet curriculaire du rapport Rioux. Et ses racines se trouvent sur le plan biologique. Au tout jeune âge, dans le fond, l'élève ou l'enfant a un contact avec la réalité au moyen de ses sens. Ses premiers sens. Ensuite, il chemine à la maternelle et il aura un apport important de l'éducation artistique à la maternelle. Ensuite, il chemine vers l'élémentaire et vers le secondaire ensuite, où on va commencer à avoir des options de spécialisation et déjà, on va avoir certaines passerelles vers le cheminement professionnel. Au plan collégial supérieur, eh bien là, on devrait avoir un éventail de disciplines artistiques, donc le plus près de ce qui est pratiqué dans le milieu des arts. Et le dernier pan de cet arbre, donc si on part des racines et on va jusqu'aux feuilles, on a la dimension de recherche et le perfectionnement dans chacune des disciplines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on prévoit que au-delà de la spécialisation, il y aurait des regroupements interdisciplinaires au dernier échelon de la recherche pour générer des nouvelles connaissances. Et ce qu'il faut se souvenir du rapport Rioux et de ce curriculum, c'est qu'on prévoyait que l'élève puisse entrer à la maternelle et cheminer jusqu'au doctorat sans avoir besoin de suivre des formations d'appoint à l'extérieur du système scolaire. Et donc ça, il faut le garder en mémoire parce que c'est vraiment un projet formidable. Lorsqu'on pense à l'éducation artistique dans le rapport Rioux, on le conçoit comme un processus totalisant. Alors, l'éducation artistique doit favoriser l'expérience esthétique globale sous toutes ses formes. Donc, chacune des disciplines artistiques est comme un angle d'approche, un angle de rapport au réel particulier. Alors, une éducation artistique réelle va favoriser la multiplicité des rapports esthétiques au réel. Cet objectif d'éducation esthétique, évidemment, ne peut être atteint par une seule discipline. Idéalement, il devrait y avoir autant de disciplines artistiques à l'école qu'il en existe à l'extérieur dans la pratique.
Mais évidemment, il faut faire des choix parce qu'on ne peut pas offrir toutes les disciplines à l'école. Et le rapport Rioux souligne d'ailleurs que ça devrait être un des enjeux de recherche pédagogique très importants, de déterminer quelles seraient les disciplines les plus susceptibles d'assurer une bonne base dès l'élémentaire pour la formation de l'enfant. Toujours est-il qu'on a sélectionné à l'époque les 4 disciplines disons, traditionnelles qui sont formulées de cette façon. À l'élémentaire, on parle de la rythmique. Donc, la rythmique est associée à la danse, au mouvement corporel, et il y avait d'autres dénominateurs, hein, je crois. L'expression corporelle, c'est ça. Alors, donc, la rythmique, la danse, le jeu dramatique, les activités plastiques et la musique. Au secondaire, on garde le même tronc commun, mais on ajoute la photographie, la radio-télévision et le cinéma. Et au collégial, on devrait, comme je le disais tout à l'heure, retrouver l'ensemble des disciplines artistiques. Évidemment, si on ajoute plusieurs disciplines dans on pourrait dire la grille matière ou dans le programme d'études, eh bien, il faut être conséquent et ajouter du temps d'enseignement. Alors, au préscolaire, on considère vraiment que la formation artistique est la base du développement de l'enfant. Alors, on consacre, et quand même, écoutez bien, on consacre la moitié du temps de formation à des activités artistiques. Au primaire, on prévoit une durée hebdomadaire d'environ 7h30 d'enseignement des arts. Et au secondaire, on divise selon les 5 années. Donc, dans les 2 premières années, on a raison de 5 périodes par semaine. 3e et 4e année du secondaire, 4 périodes par semaine. Et la 5e année, 2 périodes. Et bon, on peut ajouter à ça certains profils particuliers, là. Alors, je me suis trompé de bouton. Voilà. Alors, l'éducation artistique, et ça, c'est un autre élément très important du rapport Rioux, doit être intégrée aux objectifs globaux de l'éducation. Alors, on voit ici un ensemble de mots clés qui sont tirés du rapport et qui représentent justement l'importance qu'on accorde à l'approche interdisciplinaire pour réaliser cette intégration des arts. Alors, bon, d'abord, on va se rappeler que dans les années 60, on est dans une période d'effervescence et de recherche sur le plan artistique. On a plusieurs expériences, explorations, de jumelage, d'hybridation, de pratiques artistiques, on pourrait dire interdisciplinaires. Et le rapport Rioux en tient compte. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour dire que l'art contemporain dans le rapport Rioux est une dimension fondamentale. C'est vraiment par l'art contemporain que l'élève est formé à vivre dans un monde en perpétuel changement. Alors, il y a toute une réflexion assez profonde sur cet élément-là. Alors, comme chaque école va disposer de plusieurs spécialistes en art, on va favoriser les échanges interdisciplinaires en art au départ. Et là, je vais vous donner une citation qui traduit bien cette idée. Alors, la voici. Bien que chaque art soit marqué par un sens précis, il est parfois plurisensoriel dans une même expérience artistique. Le théâtre emprunte des éléments à plusieurs arts. La frontière entre sculpture et peinture est abolie dans certaines œuvres plastiques. La sculpture peut devenir habitable, donc architecture. La couleur est transcrite en son et le son en couleur ou en graphisme par le moyen d'appareils électroniques. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un décloisonnement des disciplines artistiques au sein même de l'école. L'autre manière d'intégrer les arts, c'est vraiment sur le plan des structures pédagogiques, c'est en l'organisation scolaire. Alors, il faut décloisonner l'enseignement pour permettre les échanges avec les autres matières scolaires, comme le français, les mathématiques, la géographie. Et les arts, l'intégration des arts dans ces disciplines vont
favoriser chez l'élève le développement de tous ses sens. Donc, on parle toujours d'apprentissage total. On cherche la totalité, la globalité. On va également favoriser l'emploi de ce que Rioux appelle les techniques artistiques dans d'autres matières, donc pour soutenir l'apprentissage. Et aussi, on considère en fait les arts comme un vecteur d'interaction entre les différentes matières. Et là, je vais vous lire un autre extrait qui est tiré du tome 2. Donc, l'art peut devenir un des moyens de l'interpénétration des composantes disciplinaires d'une structure pédagogique. Cette éducation totalisante reste cependant à définir plus concrètement. Donc, on sait qu'on s'en va dans une direction, on ne sait pas encore exactement comment ça va se réaliser sur le plan pédagogique, mais dans ce dernier extrait, ceux qui connaissent un petit peu les travaux de Yves Lenoir et son fameux modèle où il place les arts au centre de tous les programmes vont reconnaître cette idée. Et pour terminer, donc toutes ces... J'avais une autre citation qui n'est pas au bon endroit, mais cette intégration interdisciplinaire des arts à l'école va amener une transformation de notre conception de l'éducation artistique. Et je vous lis cette citation qui est quand même très belle. Alors, le décloisonnement des différents programmes de formation pédagogique et professionnelle est susceptible de transformer les disciplines artistiques et l'éducation artistique en général. Il sera peut-être possible un jour de combiner des enseignements de nature aussi différente que la danse, l'art dramatique et la musique. Il demeure que plusieurs disciplines, sinon la plupart, doivent se renouveler ou réinventer leur pédagogie. Donc, voilà. Et je donner la parole, excusez-moi, à Christine Fauché, mais je vais m'occuper du petit... C'est bien ça? On est au bon endroit? On recule un petit peu. On recule, et voilà. Merci Vincent. Bonsoir à vous. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Et puis, c'est aussi un honneur de présenter avec mes collègues Carole Marceau, Caroline Raymond et Vincent Bouchard-Valentine. Pour ma part, j'en suis arrivée à m'intéresser particulièrement au rapport Rioux dans le cadre d'un cours de fondement que je donne à la maîtrise en enseignement des arts à l'UQAM. Dans l'un des cours repose sur l'étude d'un texte où s'exprime Réal Gauthier, devant moi, ici présent, qui a été membre de la commission Rioux. Lorsque Vincent m'a informé que M. Gauthier lui avait remis des documents inédits portant sur la création d'un centre interdisciplinaire sur la recherche en enseignement des arts, faisant suite au rapport Rioux, j'ai été très curieuse d'en prendre connaissance. Suite à quelques petits entretiens avec M. Gauthier, il me fait plaisir de vous en parler ce soir. Grâce à Vincent, on a vu un peu plus tôt comment l'interdisciplinarité se logeait au cœur des préoccupations de la commission Rioux. Le curriculum proposé de ce rapport se devait d'être mis en œuvre par un ensemble de centres interdisciplinaires de recherche, de centres interdisciplinaires. Ces centres devaient être coordonnés par le ministère de l'Éducation. Ils devaient mobiliser les acteurs du monde de l'éducation dans les milieux scolaires à l'échelle du Québec. Ainsi, ils devaient aussi mobiliser les sciences de l'éducation à l'université et les différents départements de la deuxième université francophone à Montréal, c'est-à-dire l'UQAM, alors naissante. On l'appelait comme ça, la deuxième université française. L'un de ces centres, sous la direction des sciences de l'éducation, aurait eu comme mandat de regrouper des spécialistes de chacune des pédagogies artistiques et des spécialistes des autres disciplines intéressés au développement des pédagogies artistiques afin d'explorer et de mettre au point des formules décloisonnées. Le rapport Rioux a aussi recommandé la création d'un centre de recherche interdisciplinaire en pédagogie artistique, coordonné par le ministère de l'Éducation, afin d'initier les artistes éducateurs aux principes de la recherche. La formation en recherche devait désormais s'étendre à tout le système scolaire et non être réservée uniquement au niveau universitaire. Peut-être que ça résonne un peu dans votre esprit, que ça résonne avec le mot formation continue.
c'est il y a quand même 50 ans. Concernant maintenant la formation des futurs artistes, le rapport Rioux recommande de créer des centres de recherche à caractère interdisciplinaire afin d'instaurer un système susceptible de favoriser la mise en commun de toutes les ressources de l'enseignement supérieur et pour assurer l'intégration de toutes les disciplines, artistiques ou autres, sur une base organique et fonctionnelle. On propose la création de centres, plusieurs centres, un en pédagogie artistique, un autre en art audiovisuel, un troisième en organisation et environnement, de l'environnement, et enfin en communication graphique. Les commissaires font remarquer à l'époque que l'organisation de la recherche s'impose avec le plus d'urgence dans le domaine des arts, lesquels ont plutôt évolué en marge de la vie universitaire. Je sais qu'il y a ici présent des gens qui ont connu l'École des beaux-arts avant justement ce grand changement initié par le rapport Rioux, la commission Rioux. Un département universitaire, par exemple, on peut lire dans le rapport, poursuivant bien sûr des recherches dans le domaine qui lui est propre, doit aussi initier des recherches avec d'autres départements et promouvoir des travaux interdisciplinaires. Je viens de résumer le contenu des recommandations du rapport Rioux en ce qui concerne la mise en application du rapport. Mais qu'en est-il du projet particulier du CIRA? Le document qui décrivait le projet qui nous a été remis récemment par M. Réal Gauthier a été conçu et rédigé par lui, artiste en art visuel, et Jean Ouellette, architecte, avec la participation de Martin Krampen, un artiste allemand. Notons de jeunes gens très dynamiques. Notons que Gauthier et Ouellette avaient été membres de la commission qui venait alors de déposer son rapport. Durant les travaux de la commission, Réal Gauthier et Jean Ouellette ont proposé l'idée du CIRA, idée qui a été intégrée aux recommandations grâce à l'ouverture de Marcel Rioux et de Fernand Ouellette. On me demande de vous rappeler que concernant Fernand Ouellette, il faut rendre à César ce qui appartient à César, qu'il a été très, très positif à l'endroit de ces centres. Même si la grande réforme de fond de l'enseignement des arts s'étendait de la maternelle à l'université, Gauthier, Ouellette et Krampen ont d'abord centré leurs efforts sur la deuxième université. En effet, sitôt le rapport déposé est habité par la nécessité de voir le rapport Rioux prendre forme dans la réalité, les trois hommes se sont affairés à préparer la création de ce centre interdisciplinaire. Il y a cette citation ici que j'aime bien de M. Gauthier qui m'a dit récemment « On envisageait l'interdisciplinarité comme un outil conceptuel pour faire avancer les choses. » Parce que dans le rapport, on n'a pas repéré de vraie définition comme telle. Le centre aurait eu comme mandat global de superviser, de promouvoir dans l'université nouvelle le développement de structures pédagogiques liant entre elles les différentes disciplines artistiques et de favoriser les rapprochements entre la création artistique et les autres formes de la pensée humaine. Dans le document du CIRA, on peut lire, en page 2, le présent projet veut présenter les conditions pratiques de la création du CIRA ainsi que ses effets probables sur le développement des enseignements en art à la deuxième université. Si je comprends bien, c'est un document totalement inédit. Personne a vu ça avant nous aujourd'hui. On a cette chance-là. S'appuyant sur l'innovation souhaitée dans le rapport, le projet CIRA avait pour objectif d'élaborer et de coordonner des programmes sur le plan et de l'enseignement et de la recherche. J'attire votre attention sur ce schéma qui décline les différentes disciplines artistiques. Il est intéressant de voir comment elles ont été nommées à l'époque. Je ne sais pas s'il y a des enseignants de la CSDM primaire, secondaire en chorégraphie ou en art visuel. Ces différentes disciplines sont articulées à partir de deux grands secteurs ou phénomènes interdépendants sur lesquels M. Gauthier a récemment beaucoup insisté auprès de moi quand on discutait de l'interdisciplinarité dans le rapport. L'environnement renvoie
grosso modo, aux activités qu'il qualifie d'englobantes, et la communication s'apparente à ce que nous qualifions aujourd'hui les TIC, TIC. Et tout ça s'ordonne d'une façon il y a toute une structure cohérente. Pourquoi la musique proche de communication? Pourquoi architecture dans les activités englobantes, urbanisme? S'appuyant donc sur l'importance d'instaurer des pratiques d'avant-garde en art, telles que souhaitées par le rapport Rioux, le projet CIRA avait pour objectif de développer des programmes, j'ai dit, en enseignement en recherche, donc en enseignement dans les départements d'art, mais sur le plan de la recherche, aussi élaborer des programmes pour impulser les initiatives en recherche montrant la liaison de tous les arts aux phénomènes de l'environnement et de la communication et de leur interdépendance entre eux et les autres disciplines du savoir. Ce projet innovateur sur le plan de l'interdisciplinarité ne s'est toutefois pas concrétisé. Le gouvernement de l'époque a reçu, vous m'avez même parlé du retour au Moyen Âge, le document de l'époque a reçu le rapport Rioux dans l'indifférence. Les centres CIRA n'ont jamais vu le jour. Sur cette note un petit peu triste, mais restons positifs, je vais maintenant céder la parole à ma collègue Carole Marceau. Bon, alors je reprends le flambeau sur une note un peu négative, parce qu'effectivement, ça n'a pas vu le jour. Pendant que les gens tablaient sur des projets novateurs en éducation artistique, il y avait quand même des gens qui étaient en train de rédiger des programmes. Alors, on parle ici des programmes cadres, parce qu'on va faire quand même le tour. Là, on a mis la table sur ce qui s'est passé, le rapport Rioux, le centre de recherche, puis ensuite de ça, on va aller voir comment ça s'est... Qu'est-ce qui est resté de tout ça dans les différents programmes de formation jusqu'à nos jours, en passant par toutes sortes d'autres rapports qui ont vu le jour et qui sont venus influencer les programmes de formation. Donc, le programme cadre de 1971. Hey, là, excusez. Ça, c'est moi tout à fait, là. Je me reprends. Donc, les programmes cadres de 1971, qui découlent du rapport Parent, ont été implantés, il faut se rappeler, dans un état d'urgence, parce que ça devait, dans un contexte d'urgence, parce qu'on devait répondre à l'objectif de fréquentation scolaire généralisée, c'est-à-dire l'école publique, l'école pour tous, la démocratisation de l'éducation. Donc, il faut se rappeler aussi que c'était un thème majeur de la Révolution tranquille. Donc, ces programmes-là, qu'on appelle les programmes cadres, ont été implantés très rapidement, mais peu de temps après, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'insatisfaction dans le milieu. Donc, le ministère de l'Éducation a fait un autre type de consultation. Et de ces consultations qui sont faites auprès des enseignants, des parents, des commissions scolaires, il a découlé un rapport qu'on appelle le livre vert. Donc, le livre vert a présenté plusieurs recommandations pour venir apporter des précisions justement au programme cadre. Ce rapport-là va proposer la création de programmes qui vont déterminer beaucoup plus précisément les objectifs terminaux, intermédiaires. Là, on s'en va vers les programmes par objectif de 1980. Donc, on va demander la création de programmes qui vont spécifier justement ces objectifs généraux, intermédiaires et terminaux, et ça pour toutes les matières qui vont être enseignées à l'école. On va aussi proposer un cadre précis pour l'organisation scolaire et notamment, puis ça va nous toucher, en ce qui concerne le temps prescrit pour chacune des disciplines. Alors là, vous me voyez venir, le temps prescrit va venir jouer un rôle très important pour l'implantation des disciplines artistiques. Donc, justement, en ce qui concerne l'éducation artistique, le rapport recommande, il y a des recommandations pour le primaire et pour le secondaire, parce que les programmes cadres, au primaire, il y avait moins d'insatisfaction qu'au secondaire. Il faut se rappeler qu'au secondaire, il y avait quand même le défi de construire des polyvalentes. Donc, tout à coup, on avait des écoles qui étaient très nombreuses. Il y avait tout le phénomène, tout à coup, on parlait de l'adolescence. Donc, tout ça, c'était nouveau. Et au secondaire, il y avait beaucoup d'insatisfaction parce qu'il y avait énormément d'élèves qui... il y avait de l'absentéisme. Il y avait aussi
besoin d'un resserrement parce qu'il y avait une grande liberté dans l'enseignement des disciplines. Donc, on pouvait retrouver un élève qui avait un cours en histoire, par exemple, à Québec, puis un élève qui avait un cours d'histoire à Sainte-Terre, en Abitibi. Bien, il n'y avait pas nécessairement le même contenu de formation. Donc, dans ce rapport-là, on veut justement resserrer les contenus. Donc, au primaire, pour l'éducation artistique, on veut amener l'élève à découvrir des différents moyens d'expression artistique. On veut développer sa sensibilité, sa créativité, son goût à l'endroit des différentes formes artistiques. On veut aussi l'amener à vivre des expériences personnelles et structurées par diverses formes artistiques, dont le dessin, le modelage, la musique, le chant, l'expression dramatique. Pour le secondaire, on veut faire vivre à l'élève différentes formes d'apprentissage artistique dans lesquelles on va l'amener à développer sa capacité de percevoir, de communiquer, de s'exprimer et d'avoir une prise de conscience sur son milieu culturel et son appartenance à ce milieu-là. On veut aussi lui faire prendre conscience de l'importance des arts dans le développement de son milieu culturel. Donc, on sent quand même dans les recommandations du livre vert quand même des inspirations du rapport Rioux. On voit, surtout au primaire, un désir de former l'enfant d'une façon globale. On l'amène beaucoup à explorer. On veut l'amener à explorer différentes formes artistiques. On ne parle pas de discipline artistique, on parle de formes. Donc, on est vraiment axé sur l'exploration. D'ailleurs, on demande aux commissions scolaires d'offrir au moins 3 disciplines sur 4 pour la formation artistique. Mais paradoxalement, lorsqu'on arrive au cadre scolaire, le temps qui est alloué aux arts est vraiment insuffisant pour pouvoir vraiment explorer ces 3 disciplines artistiques-là. Il faut savoir que, puis on va le voir aussi dans le programme de 80, on a des disciplines, des matières, on appelle ça des matières. Donc, le temps alloué dans le cadre scolaire est vraiment décrit pour chacune des matières. Sauf que lorsqu'on arrive aux disciplines artistiques, elles ne sont pas définies discipline par discipline, mais pour la première fois, on voit le mot « domaine » apparaître. Donc, c'est dans les programmes de 80 que pour la première fois, on va parler d'un domaine, le domaine des arts. Donc, c'est précurseur, mais en même temps, ça nous coupe un peu parce que sous la répartition du temps, bien, le domaine des arts va devoir se diviser, non pas 7 heures par semaine, mais 120 minutes par semaine. Donc, 120 minutes pour 3 disciplines artistiques pour pouvoir explorer puis développer l'enfant globalement, c'est très peu. Donc, on voit qu'il y a des incohérences entre des désirs, des visées et l'organisation concrète à l'école. Là, ça fonctionne pas beaucoup. On va quand même voir dans les programmes de 80, ça c'est ce qu'on recommandait dans le livre vert, mais on voit quand même des retombées directement dans les programmes de 80. Premièrement, les 4 disciplines sont là. Elles sont nommées comme le rapport Rioux le disait, c'est-à-dire il y a l'art dramatique, les arts plastiques, la danse et la musique. Dans les programmes de 71, ce n'était pas le cas. On avait art plastique, musique et expression dramatique. La danse n'était pas dans les programmes cadres. Donc, dans les programmes 80, tout à coup, on apparaît. On est sous un domaine. On voit aussi que cette interdisciplinarité, ou en tout cas ce désir de se parler, on le voit beaucoup dans les programmes du primaire. Parce que dans les programmes du primaire, on a vraiment une démarche disciplinaire pour les 4 disciplines artistiques. Alors, on met l'élève au centre, qu'on appelle être, et on va vraiment l'amener à explorer des perceptions, on va l'amener dans le faire, parce que ça, c'est une des particularités du programme de 80, c'est qu'on met l'accent sur le faire artistique. Avant, je vais vous donner un exemple, on parlait de la musique.
dans les programmes de 80, on parle de faire de la musique. Ça, c'est vraiment important parce que ça va amener aussi tout un changement pédagogique qui va nous amener à faire réfléchir l'enfant sur son faire artistique. Alors, c'est quand même nouveau, c'est dans les programmes de 80, puis ça découle quand même un peu du rapport Rioux. Donc, dans le domaine des arts, on va aussi développer des attitudes pour favoriser l'engagement de l'élève dans ses explorations artistiques. Par contre, lorsqu'on arrive au secondaire, là, et moi, j'ai été frappée parce que j'avais commencé par faire planifier ma présentation avec le domaine de l'art. Et là, je suis au primaire, je vois apparaître les 4 disciplines artistiques. Puis là, je fais, mon Dieu, c'est un peu comme on a fait dans les programmes de 2000. Et tout à coup, quand je suis arrivée avec nos programmes respectifs au secondaire, alors là, ça s'est un peu écroulé. Parce que les programmes du secondaire, dans le programme de formation de 80, les programmes d'études de 80, ils sont vraiment faits disciplinaires. On ne retrouve pas, comme dans les programmes du primaire, cette espèce de cohésion, d'harmonisation entre les disciplines artistiques. D'un programme à l'autre, on a quelquefois des difficultés à se reconnaître. Ce qui nous unit, c'est les objectifs. On voit qu'on a tous des objectifs terminaux, intermédiaires, objectifs généraux, qu'on a mis quand même de l'emphase sur les savoirs disciplinaires, mais on n'est pas capable de voyager comme on pouvait le faire dans le programme du primaire, le domaine de l'art. Donc, on voit qu'il y a eu un désir dans les programmes de 80 au primaire de garder quand même c'est pas de l'interdisciplinarité, mais au moins il y a un désir d'harmonisation puis un désir de regrouper les disciplines artistiques qu'on perd quand même lorsqu'on arrive au secondaire. Et là, on devient un petit peu plus individualisé dans nos disciplines. On se rend compte aussi qu'avec le schéma que Vincent nous a présenté, où on voyait une exploration au primaire, puis qu'ensuite on montait tranquillement pas vite, et plus l'enfant progressait dans ses apprentissages, plus il devenait expert, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait un approfondissement dans ses connaissances. Lorsqu'on regarde les programmes de 80, c'est un peu l'inverse qui se passe. Donc, lorsqu'on arrive au secondaire, il y a du temps d'allouer pour le premier cycle, qui à l'époque était le première secondaire, deuxième secondaire et troisième secondaire. Et lorsqu'on arrive au dernier cycle du secondaire, les arts sont optionnels et peuvent ne pas exister à l'école. C'est-à-dire que certaines écoles vont décider d'offrir une option supplémentaire, permettre à l'élève d'enrichir une discipline de son choix, mais c'est possible aussi qu'une école décide de ne pas offrir l'éducation artistique au deuxième cycle du secondaire. Donc, on ne va pas favoriser à ce moment-là un cheminement rendu au collégial puis à l'université, puisque ça coupe. Et à ce moment-là, on sent que c'est les sciences qui, déjà, vont prendre l'espace, puis on va favoriser nos types de formation que la formation globale et artistique des élèves. Alors, voilà. Merci, merci Carole. La parole à Caroline. Merci. Je prends le relais comme membre. En fait, il y a 20 ans déjà, on était dans le chantier de la réforme de l'éducation et on travaille actuellement avec des programmes par compétences maintenant, dans lequel le programme par compétences accueille un domaine essentiel qui s'appelle évidemment le domaine des arts. On l'appelait le domaine de l'art dans les années 80. On l'appelle maintenant le domaine des arts. Ce domaine des arts prend appui, évidemment, sur des rapports fondamentaux, dont le rapport Corbeau, dans le cadre de la réforme de l'éducation, et aussi le rapport Henschel-Spee. Et à travers la formulation de ces rapports, il y a eu des grands états généraux. On a fait des consultations nationales auprès, entre autres, des regroupements, des associations d'artistes. Et cette grande consultation nationale, qui s'est appelée les états généraux, ont donné lieu à 10 chantiers prioritaires. Parmi ces 10 chantiers, on a pointé
la restructuration, la rénovation en profondeur des curriculums, alors des programmes d'études. Je vais me permettre de vous identifier en fait les objectifs de ce grand chantier qui s'appelait « Rénover à fond le curriculum ». Alors, le premier objectif étant celui de mettre l'accent sur la dimension de l'instruction. Donc, l'instruction étant la première mission de l'École québécoise actuellement, des programmes de formation de l'École québécoise. Deuxième objectif, on parle de relever le contenu culturel des programmes et cet objectif-là a été pointé de manière particulière dans le rapport de Paul Henchospé, entre autres. C'est un rapport fondateur, en fait, de la structuration des domaines aussi d'apprentissage, dont le domaine des arts. Troisième objectif, adapter le curriculum aux changements sociaux. Et les changements sociaux ont été réfléchis à travers le rapport Corbeau en 1994, entre autres. On parlait de grands phénomènes qui allaient transformer en fait le système éducatif au 21e siècle, dont la mondialisation, des phénomènes aussi importants que la mondialisation, l'explosion des nouvelles technologies, la multiplication des connaissances, la circulation des personnes aussi à travers le monde. Il fallait repenser notre système d'éducation en fonction de ces grandes dimensions sociales. Les programmes de 80 ne répondaient plus à ces grandes dimensions sociales, ces grandes transformations sociales. Quatrième objectif, assurer la maîtrise des compétences générales et des compétences transversales. C'est une nouveauté. Alors, quand on parle d'interdisciplinarité, quelle place pour l'interdisciplinarité dans le programme de formation actuel, voire dans le domaine des arts actuellement? On s'aperçoit que cette visée d'interdisciplinarité n'est pas si opérante que ça. Ce qu'on a pointé davantage et en parcourant le guide d'élaboration des programmes d'études actuels, c'est qu'on était dans une visée beaucoup plus de transversalité. Alors, quand on parle de la place des compétences transversales, c'était une façon de s'assurer d'intégrer les savoirs des programmes d'études au-delà de la spécificité des disciplines. Le regroupement des disciplines scolaires en grands domaines, on parle de mathématiques, sciences, technologies, on parle des langues, on parle des arts, univers social et développement personnel. Là, ce regroupement-là permettrait en fait d'envisager une perspective interdisciplinaire. Mais encore faut-il que les acteurs et les enseignants et les équipes écoles puissent se parler et dialoguer entre disciplines scolaires dans ces domaines-là. Alors, est-ce que les conditions actuelles du système scolaire permettent cet échange et ce dialogue? Ça reste peut-être encore une vision de l'esprit à certains égards et un grand défi de travail dans les écoles. Alors, on est dans une perspective de transdisciplinarité avec la place de ces compétences qui se côtoient à la fois compétences disciplinaires et dans le domaine des arts, le changement de 70 à 80, 80 où il y a une focale sur la créativité, faire vivre des processus de créativité. On voit apparaître, en fait, la création comme étant une pratique, une activité fondamentale de l'art, l'interprétation aussi comme étant une activité fondamentale spécifique aux arts vivants, et aussi l'appréciation, là où on développe de manière particulière le sens esthétique et on affine l'esprit critique de l'enfant. Dans le programme actuel, c'est ce qu'on vise à développer. Il reste qu'on a bien peu de temps pour le faire. Nos programmes sont ambitieux. Nos programmes sont fort bien structurés. Nos encadrements ministériels sont solides. Notre formation à l'enseignement s'est appuyée aussi sur les programmes de formation, programmes d'études actuels. Mais encore faut-il qu'on ait du temps à l'école pour permettre aux enfants de vivre l'ensemble de ces expériences artistiques fondamentales qui sont la création, l'interprétation et l'appréciation, qu'elles soient chorégraphiques, musicales, plastiques, etc. Alors, on se retrouve avec des défis fondamentaux encore, et la place de l'interdisciplinarité, on la questionne. On la questionne à travers le programme de formation actuel, et il reste que les conditions ne sont pas toutes présentes pour qu'elles s'articulent parfaitement. Depuis le rapport Rio, depuis ce grand projet ambitieux, idéaliste, d'une grande interdisciplinarité, aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec des intentions d'interdisciplinarité, mais freinées par des réalités complexes à l'école. Et là, ce sera peut-être l'occasion d'en discuter avec le public. Alors,
Je me permets, oui, effectivement, on s'en va vers un grand système. C'est ce qu'on appelle le programme de formation de l'École québécoise, représenté par un schéma systémique, en fait, tiré du premier cycle du secondaire. Alors, ce qu'on voit, quand je parlais de deux visées qui se côtoient, celle de l'interdisciplinarité où on la cherche, où elle peut s'exprimer à travers les grands domaines d'apprentissage qu'on voit dans l'ellipse bleue. Alors, c'est là où il peut y avoir des intentions d'interdisciplinarité où on encourage cette interdisciplinarité-là intra-domaine, c'est-à-dire que les quatre disciplines artistiques, les enseignants des disciplines artistiques dans une école sont encouragés à penser l'interdisciplinarité, mais encore faut-il qu'ils soient capables de se côtoyer dans une même école. Et ça reste une vision de l'esprit à l'école primaire, puisque les enseignants à l'école primaire se trouvent relativement isolés, bien qu'il y ait des équipes dans les écoles secondaires qui peuvent arriver à travailler en interdisciplinarité. Maintenant, l'interdisciplinarité entre domaines, interdomaines. Il y a des mécanismes qui permettent de la réfléchir, cette interdisciplinarité-là. Elle passe beaucoup par le protocole d'entente culture-éducation, qui sont les mécanismes et les programmes qui lient la culture, c'est-à-dire les artistes, le lien entre les artistes et l'école. Et là, il y a eu des réflexions, il y a eu des activités, il y a eu des programmes qui encouragent cette interdisciplinarité. Encore faut-il que les enseignants utilisent de manière effective ces ressources-là, qui sont issues du protocole d'entente culture-éducation et qui découlent, elles, de la politique culturelle qui a été implantée au Québec, en fait adoptée au Québec, et qui invite les artistes dans les écoles et les écrivains également, et les organismes culturels. Alors, si on regarde l'ellipse orange et l'ellipse gris, qui gravitent autour du centre qui est l'élève, alors ce sont la visée transdisciplinaire dont je parlais. Donc, deux visées se compétitionnent ou avancent dans l'école québécoise en parallèle. Alors, ce sont les grands domaines généraux de formation et les compétences dites transversales. Dans cet espoir-là, dans cette visée-là, où on cherche à intégrer les savoirs en donnant du sens aux savoirs disciplinaires, mais en se préoccupant aussi de dimensions transversales de la vie, dont des grandes problématiques sociales qui sont liées à l'environnement, à la consommation, aux médias, etc. Donc, c'est là qu'on voit, en fait, ces deux visées s'articuler autour de l'élève. Donc, transversalité côtoie des intentions d'interdisciplinarité, mais qui ont leurs limites d'opérationnalisation actuellement dans l'école québécoise. Voilà, je vais donner la parole à Carole sur les points communs, en fait, dans le domaine des arts. Alors, on a quand même eu la chance, moi et Caroline, de travailler sur les programmes de formation. Caroline a travaillé au primaire, moi j'ai travaillé davantage au secondaire. Et on a eu, pendant ce travail de rédaction de programme, à identifier des points communs et des caractéristiques qui nous rassemblent et qui pourraient... en fait, il y avait comme une visée lorsqu'on a repéré ou mis en exergue justement ces points communs et ces caractéristiques communes. C'était aussi de permettre à l'élève de passer d'une discipline artistique à une autre en ayant quand même des ancrages, des points communs, c'est-à-dire qu'il pourrait peut-être réactiver des connaissances ou des façons de faire d'une discipline à l'autre. Alors, on avait comme cet objectif-là lorsqu'on a identifié ces points communs et ces caractéristiques-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a quand même un fil conducteur qui va traverser tous les apprentissages de l'élève, peu importe la discipline artistique qu'il va choisir. Et c'est vraiment de transposer à l'aide du langage symbolique sa représentation du réel et sa vision du monde. On a aussi, parce qu'on a toujours eu à cœur, ça a toujours fait partie des programmes de formation depuis le début, de favoriser vraiment le processus de création, la démarche de création, la créativité chez l'élève. Donc, on s'est tous appuyés, nos programmes de formation sont appuyés sur une dynamique de création qui est commune.
On a à cœur aussi de développer des attitudes qui vont permettre à l'élève justement de s'engager dans un processus de création, dans une démarche d'interprétation ou d'appréciation. Et justement, ces attitudes, ces comportements, cette façon de s'engager, on pense que ça peut être vraiment transférable d'une discipline à l'autre. Comme le mentionnait Caroline, on s'est appuyé aussi sur 3 compétences disciplinaires. 3 compétences disciplinaires pour les arts de la scène, où là, on a l'interprétation. Donc, on s'appuie aussi sur ces compétences pour développer la démarche artistique de l'élève. Et les caractéristiques, dans le fond, quand on regarde qu'est-ce qu'il y a autour, développer son sens critique, ses valeurs personnelles et sociales, c'est vraiment le développement global de l'enfant à travers une éducation artistique. Nous, on a eu la chance de pouvoir travailler l'interdisciplinarité lorsqu'on a travaillé les programmes. Moi, j'ai eu la chance de connaître ma discipline en profondeur, de connaître celle des autres. Et connaître la discipline de l'autre, je pense que ça favorise l'interdisciplinarité. Alors, je pense qu'on a comme une mission d'encourager l'ouverture à l'autre. Puis ça peut se faire à l'université, bien sûr, parce qu'à l'école, c'est plus difficile, parce qu'on est en situation de précarité. On est toujours en train de protéger notre territoire, parce qu'on ne sait jamais à quel moment on va se faire tasser par l'autre discipline. Alors, ce n'est pas un contexte favorable pour développer un partenariat, pour trouver des idées, pour être en mesure d'être créatif, puis de faire des projets qui vont être novateurs, interdisciplinaires, sans crainte de perdre quelque chose. Ce qui nous amène à la faculté de l'éducation à l'UQAM, où justement on essaie de travailler aussi en domaine. Donc, on a déjà, depuis plusieurs années, travaillé les programmes de formation artistique en étroite collaboration. Puis, il y a aussi la maîtrise en enseignement. Là, je vais te laisser continuer. Bien sûr, la maîtrise en enseignement des arts qui probablement découle, entre autres, de ce travail de collaboration entre les 4 départements qui assurent la formation des enseignants au bac. Donc, la maîtrise en enseignement des arts qui a été lancée en 2011 et qui est un programme qui, finalement, regroupe 4 concentrations. Et dans le cheminement de l'étudiant, eh bien, il y a un groupe de 6 cours de tronc commun où les 4 disciplines se rencontrent et vont aborder des préoccupations communes, des questions communes, vont pouvoir, les étudiants entre eux, partager leur expérience d'enseignement. Et justement, Carole parlait d'apprendre à connaître l'autre. Bien, je pense que dans ces cours de tronc commun, c'est vraiment un endroit privilégié où les étudiants apprennent à connaître les autres enseignants d'art, les problématiques spécifiques aux autres disciplines et à peut-être imaginer justement des projets de collaboration. Voilà. Je pense aussi que si on est en mesure, parce qu'on a le défi, là, c'est à la maîtrise, c'est un programme facultaire. Là, tu sais, quand on dit mettre en place les moyens pour arriver à partager, le programme de la maîtrise, c'est un programme facultaire. Donc, c'est pour ça qu'on se réunit autour de la table. On est les 4 disciplines artistiques. On a à cœur de former les enseignants en art dramatique, en théâtre, en musique, en danse, puis en art plastique. Puis on a appris des choses, parce qu'on s'est rendu compte que de les placer dans des situations où ils pouvaient échanger avec eux, c'était favorable pour peut-être faire émerger l'idée de l'interdisciplinarité, puis que ça devienne quelque chose de moins dangereux. Et je pense qu'on aurait avantage à transférer cette nouvelle connaissance-là ou ces stratégies qu'on a déployées à la MEA dans nos baccalauréats. Donc, je pense qu'on aurait un défi à peut-être créer des cours de tronc commun pour les 4 disciplines artistiques, puis pourquoi pas un cours du domaine des arts qui pourrait regrouper les disciplines artistiques. En fait, il faut créer des moments dans la formation des maîtres où les étudiants vont avoir le goût
de peut-être aller vers l'autre et de faire des projets interdisciplinaires. En tout cas, je pense qu'il y a un aller-retour entre ce qu'on a appris à la maîtrise et ce qu'on pourrait peut-être réinvestir au bac. Et pour boucler la boucle avec le rapport Rioux, il faut quand même préciser que la Faculté des arts découle directement de la commission d'enquête sur l'enseignement des arts, puisque un des objectifs de cette commission-là, c'était de rapatrier dans les universités l'enseignement artistique professionnel. Et c'est sûr qu'à la base, il y avait une autre dénomination, là, c'était les modules, les familles et tout ça. Mais donc, on est vraiment issu du rapport Rioux et on est la seule faculté des arts qui offre la formation en enseignement des arts dans les 4 disciplines du domaine des arts et on essaie de mettre en place des stratégies pour tirer parti de ces possibilités-là qu'on a de faire interagir les disciplines. Alors, j'étais rendu à l'autre bulle et après, donc, qui serait consacrée à une période d'échange avec le public. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a des micros sur le côté, mais comme on est peu, je pense qu'on peut fonctionner sans micro. Je rajouterai un complément. Là où on s'aperçoit que l'interdisciplinarité prend forme dans les échanges universitaires, c'est assurément dans nos programmes de cycle supérieur. On parle aussi du doctorat en études et pratiques des arts, là où les artistes se côtoient de toutes disciplines confondues, où ils participent à des formations fondamentales, à des réflexions méthodologiques, mais les artistes se côtoient entre eux. Même chose pour la maîtrise en enseignement des arts. Il y a Mona Trudel, ici, qui était vice-doyenne à l'époque, qui l'a presque mis au monde, hein, cette fameuse maîtrise en enseignement. C'était audacieux, hein, quand même, en 2010, en équipe. En équipe, c'est ça, on a travaillé en équipe. En fait, l'interdisciplinarité, elle est fondée sur cet échange et ces moments-là de co-construction des programmes, des visées, des objectifs qu'on se donne ensemble. Il reste qu'à l'école, les structures scolaires mettent les enseignants dans des défis énormes d'interdisciplinarité. C'est souvent des projets insulaires aussi, hein. Il n'en tient qu'à la bonne volonté d'un enseignant motivé parce que l'autre collègue propose à ses élèves pour proposer, faire naître, en fait, faire émerger l'idée d'un projet interdisciplinaire. Mais ce n'est pas économique, l'interdisciplinarité. Hein? On ne peut pas dire que c'est facile à opérer dans des institutions. Il faut vraiment se concerter. Ça demande énormément de réflexion, de deuil aussi. Il y a certains deuils qu'on doit faire. Alors, ça reste un énorme défi de travailler en interdisciplinarité, mais c'est possible. Madame Brodeur. J'aimerais vérifier avec vous actuellement le programme de formation de l'École québécoise pour les enfants de 4 et 5 ans est en révision. Il y a eu une large consultation. Je ne suis pas certaine, je crains même que vous n'ayez pas donné de rétroaction. On m'a demandé de présider cette table-là. Les travaux avancent assez vite. On devrait compléter les travaux d'ici le mois de juin. Si vous voulez vraiment influencer le programme de formation de l'École québécoise pour les 4-5 ans, il faut vraiment que ça se fasse très rapidement. Donc, je pourrais peut-être voir avec vous si vous avez eu la version du programme qui a circulé pour consultation, puis sinon, réagir le plus rapidement possible, parce que sinon, moi, j'ai veillé à ce que le mot « art » apparaisse, mais ça demeure assez... c'est dans la rétro qu'on va donner. Encore faut-il... Oui, c'est ça. Encore faut-il voir la proposition. Oui, on n'a pas accès. Il faut qu'elle transite. Eh bien non. Alors, le ministère nous a oubliés. J'ai été mise à oui. Ben, merci de nous avertir, en tout cas. C'est ça. Un drapeau. On veut le voir. Oui. Vincent, on s'écrit, puis je vous envoie le tout, puis il faut que vous réagissiez vraiment rapidement. Oui, c'est mode réaction. Hein? Carole. Oui. On va s'y mettre. Madame.
de vous voir de... Ça soulève beaucoup de questions, puis je profite du micro que j'ai pas pour aussi demander une question à Caroline quand tu disais que le protocole d'entente culture-éducation permet l'interdisciplinarité. J'ai juste pas... Ne permet pas l'interdisciplinarité, mais il y a eu des initiatives dans le cadre du protocole d'entente culture-éducation pour encourager l'interdisciplinarité, les activités interdisciplinaires dans le cadre du mois de la culture à l'école, le défunt mois de la culture à l'école qui a eu 6 ans, je pense, de vie, là, en partant de la semaine québécoise des arts. Ensuite, ça a été la semaine des arts et de la culture à l'école pour devenir le mois de la culture à l'école. Et bien, Nicole Turcotte et moi travaillions à l'époque sur des pistes interdisciplinaires, mais on avait le cadre pour le faire parce qu'on s'assoyait avec les rédacteurs des autres programmes et on était en implantation des actuels programmes. Mais ce mode de travail interdisciplinaire était presque, je dirais, idéaliste dans le sens où c'était les rédacteurs de programmes qui maîtrisaient très, très bien les savoirs essentiels, les contenus de formation. Et là, on se confrontait au défi de l'interdisciplinarité pour concevoir. Alors, en danse, on pouvait très bien s'asseoir avec un rédacteur de programme en sciences et un rédacteur de programme en éducation physique et tenter de penser à une activité interdisciplinaire qui pouvait devenir une activité exemplaire déposée sur le site Internet du ministère de l'Éducation. Est-ce que les enseignants s'en servaient, les utilisaient? Bien là, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'était des pistes exemplaires ou qui pouvaient peut-être éveiller une envie de travailler en interdisciplinarité. Mais ça reste presque une vision de l'esprit, l'interdisciplinarité, quand on regarde l'organisation scolaire actuelle puis le cloisonnement de l'enseignement des arts à l'école. Mais pourquoi vous la souhaitez? Pas forcément la souhaiter, mais ça reste un mode de la rencontre de l'autre discipline. Se confronter à l'autre discipline, c'est peut-être réfléchir à l'évolution de sa propre discipline aussi. On travaille de plus en plus, les pratiques artistiques sont de plus en plus interdisciplinaires. On se confronte à d'autres disciplines pour faire avancer sa propre vision de l'art. Mais ici, est-ce qu'il s'agit de l'enseignant qui lui-même a une vision interdisciplinaire quand il enseigne, ou est-ce qu'il s'agit de l'élève qui, lui, traverse ses savoirs au travers de différentes disciplines artistiques? Parce qu'ici, il s'agit de l'enseignant dans son ouverture interdisciplinaire, là, j'y crois davantage. Oui, oui. Peut-être que c'est de ça. Et quand tu parles de ça, Caroline, c'est que tu parles d'inviter aussi des artistes de différentes disciplines qui viennent, je veux dire, entrer en dialogue avec la danse, par exemple, que tu fais vivre à tes élèves. Je pense que ça, c'est la voie, c'est une voie qui est tout à fait réaliste et stimulante pour l'enseignant. Mais en fait, ça peut prendre plusieurs formes. Puis la présentation de ce soir, c'est pas être pour ou contre l'interdisciplinarité. La présentation de ce soir, c'est de voir comment ce que proposait le rapport Rioux, comment ça allait évoluer, puis à quel moment où ça l'échappe, où ça va pas, pourquoi, qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui n'a pas été mis en place. Donc, on n'est pas en train de défendre l'interdisciplinarité, mais de voir son parcours. Vu que c'était un souhait, une recommandation, on veut voir à quel endroit elle a perdu le souffle, à quel endroit ça leur rejaillit, parce qu'on se rend compte que sur une période de 50 ans, c'est une question qui a été remise souvent sur la table. Donc, on voulait juste voir comment ça s'était développé, parce qu'on est très conscient que dans le milieu scolaire, c'est difficile parce que l'école n'est pas faite, n'est pas construite, n'est pas pensée présentement pour ce type de pédagogie très ouvert. Donc, on est beaucoup plus dans le disciplinaire, puis dans un savoir disciplinaire. Puis l'interdisciplinarité, dans ce cas-là, bien sûr, si on le voit dans l'enseignement, bien oui, c'est l'ouverture à l'autre. Alors, je vais permettre à mes élèves de vivre l'interdisciplinarité en faisant appel à d'autres artistes qui vont venir dans ma classe puis qui vont lui permettre à lui, cet élève-là, de développer, d'explorer différentes formes puis d'entrer dans différents univers que je possède moins. Mais dans d'autres cas, l'interdisciplinarité, elle va se vivre par une affinité avec un autre professeur d'une autre matière qui n'est pas nécessairement artistique. Et là, le projet, parce que je pense que les projets interdisciplinaires, ils vont naître dans un processus créatif de l'enseignant.
Alors, son processus créatif à l'enseignant, bien, il peut prendre différentes formes. Ça peut être je suis allumée par un artiste, j'aimerais ça. Donc, le projet va tourner autour. Et là, tout à coup, on mijote, on est en ébullition en tant qu'enseignant pour mettre la table pour faire vivre une expérience artistique qui est riche. Mais bon, c'est pas un plaidoyer pour, mais c'est de pouvoir voir comment ça s'est articulé. Voilà. Oui. Oui, allez-y, monsieur. Bon, merci vraiment pour cette présentation collective, interdisciplinaire. Je crois à un élément de la nouvelle vision, ou la vision la plus récente du programme à partir des années 2000, la valorisation du projet scolaire. Et dans ce que j'ai vu dans le milieu scolaire, c'est autour des projets que l'interdisciplinarité s'incarne. C'est dans le projet que l'interdisciplinarité s'incarne. Les écoles éprouvent beaucoup de fierté à réaliser des projets d'école. Et tout le monde participe à ces projets. Et la formation des maîtres autour de l'idée interdisciplinaire, qu'ils aient eu l'occasion d'en entendre parler dans leur formation à l'université, d'être initiés à cela à l'université, leur permet de s'intégrer, d'initier même des projets dans le milieu scolaire qui fédèrent la participation d'autres spécialistes des arts ou d'autres disciplines. Enfin, personnellement, c'est ce que j'ai vu dans le milieu scolaire qui traduisait le mieux l'idée d'interdisciplinarité. Parce que, en tant que prof d'université, dans ce domaine-là, j'ai aussi été effrayé par l'idée d'une vue de l'esprit qui n'a pas de prise dans le réel. Mais je pense que les tournants qu'on a vécus autour des années 2000 permettent et valorisent vraiment cette idée de projet scolaire qui permettent l'accomplissement de l'interdisciplinarité. Et ça me fait penser à une initiative qu'on a eue au premier cycle, dont on n'a pas parlé tout à l'heure à la faculté, qui était le cours de Femmes 4000, la série de ces cours, donc atelier de création interdisciplinaire. Au tournant du millénaire, on a révisé les programmes de formation. Donc, dans l'ancien programme de formation, il y avait l'obligation de suivre 4 cours dans une autre discipline. C'était un peu comme des cours d'ouverture à l'autre discipline. Et dans le nouveau programme, on a remplacé ces 4 cours par un cours de création où les élèves des 4 programmes se retrouvaient pour vivre des expériences en art actuel, donc se familiariser avec l'art actuel et une approche collaborative interdisciplinaire. C'est un cours qui est toujours actif. Hein, il a changé de cycle, on est rendu... mais c'est cette idée de faire vivre le projet. J'ai enseigné ce cours et je trouvais que cette idée d'interdisciplinarité, parce que moi j'enseigne en musique, qui est disons, une discipline plus traditionnelle dans la formation, et ce que j'explique aux étudiants, c'est qu'ils doivent justement s'intégrer au milieu de l'éducation, donc en connaître les grands enjeux, ne pas simplement aller dans le milieu scolaire pour enseigner une discipline ou des notions techniques, mais vraiment participer à un projet éducatif. Et à travers ces réflexions interdisciplinaires, on est forcé donc justement de s'intéresser aux pédagogies collaboratives, aux domaines généraux de formation, les grandes questions, et de s'ouvrir, de sortir de sa formation disciplinaire qui est très pointue en musique, souvent axée sur l'interprétation. Donc ça, c'est l'expérience que j'ai vécue, mais peut-être pour répondre à Caroline, sur l'intérêt de l'interdisciplinarité aussi, c'est d'ouvrir
on parlait d'ouverture à l'autre, mais ouvrir aux questions, aux enjeux. Je prends le... Oui, oui. Et Monique aussi, je crois. Oui, Monique. Bien, c'est pour aussi répondre à Caroline, parce que pourquoi faire de l'interdisciplinarité? Bien, moi, je pense que la première raison, c'est l'élève. Parce que l'élève, quand il passe sa journée à l'école, là, puis qu'il passe 5 disciplines d'une journée, là, c'est pas un saucisson, lui, c'est intégré. L'interdisciplinarité, il la vit au quotidien. Ouais. Alors, puis c'est ce qui permet aussi de faire des transferts ou à l'élève de faire des liens. Quand on parle de l'apprentissage ou de soutenir l'apprentissage, ben, on est vraiment dans une perspective de transfert, puis d'aider l'élève à faire ce transfert-là d'une discipline à l'autre. Bon, tantôt, Carole puis Caroline ont parlé aussi de comment on est dans les disciplines artistiques, comment on est en opposition, ou en tout cas, il y a des chasses gardées, où il y a des tensions qui se font, tu sais, selon le nombre d'inscriptions d'une année à l'autre, tu peux perdre des groupes. Et souvent, ben, puis je fais le lien aussi avec M. Dauphin, ben, l'idée du projet, moi j'en ai vu des projets, j'ai aussi participé à des projets interdisciplinaires dans les écoles, et le danger, c'est que, parce que nous, on a dû beaucoup se battre en art dramatique, parce qu'on était une discipline au service des autres disciplines. Et je pense que l'idée d'interdisciplinarité, il faut que le projet, chacun continue à développer ses propres compétences. Et là, ça marche. Mais si moi, là, j'appelle la prof d'art plastique et je lui demande de faire des masques de ma comédia dell'arte, je ne suis pas en interdisciplinarité. On s'entend. Je la mets au service de ma discipline. Et souvent, en art dramatique, on est au service des autres disciplines. Et ça, nous, on s'est beaucoup battus avec ça. Et c'est le danger. Et dans les vrais projets interdisciplinaires, cette réalité-là devrait être prise en compte, que chacun doit continuer à développer ses savoirs, mais à l'intérieur d'un même projet. Et ça, c'est pas du cloisonnement, c'est de continuer à travailler à partir de son propre point de vue. Donc, je ne vais pas aller travailler le clown avec le prof d'art d'éducation physique qui, lui, fait le cirque, mais il est bien content d'avoir un prof d'art dramatique dans sa classe, dans son école, pour aller faire du clown. Mais il faut voir qui ramasse aussi les profits de ça. Mais moi, je pense que l'interdisciplinarité, c'est pour l'élève qu'on le fait. C'est parce que lui, c'est pas un saucisson, c'est pas une machine, là. Dans sa journée, il est tout le temps en interdisciplinarité. Il doit faire les liens entre les disciplines qu'il apprend ou les connaissances qu'il fait, puis il doit être capable de faire ce transfert-là. Puis nous, on doit avoir cette ouverture-là pour justement l'aider à faire ces liens-là. Si on n'a pas cette curiosité-là envers les autres, ou cette ouverture-là, ou si on n'est pas capable de voir que quand on travaille le schéma narratif en français, bien, on le travaille en art dramatique. Si on le travaille différemment, mais de faire ces ponts-là, c'est ce qui permet à l'élève d'apprendre. C'est la première chose. Bien, vous savez que le référentiel de compétences de formation des enseignants est aussi en cours de révision. Absolument. Puis, compte tenu de ça, c'est certain que vous formez d'abord les spécialistes au niveau de l'enseignement des arts, mais on peut se préoccuper aussi de la formation en art des enseignants autres, c'est-à-dire ceux du préscolaire, primaire, les titulaires de classe, classe. scolaire. Comment vous anticipez justement, qu'est-ce que vous auriez à recommander à la Faculté des sciences de l'éducation pour faire en sorte que ces autres enseignants-là que nous on forme puissent avoir les compétences minimales nécessaires au niveau des arts? Des compétences minimales pour les enseigner ou des compétences minimales pour avoir une ouverture envers nous? Je vous dirais les deux, vraisemblablement. L'idée étant de remplacer les spécialistes en art, mais d'être en mesure quand même d'être des vecteurs, je pense. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des cours artistiques, des cours de disciplinaires, qu'il y ait des cours en art dramatique, en danse, un cours. Puis, on a travaillé sur le cours qu'on donne justement à la Faculté des arts. On l'a retravaillé, Chantal l'a retravaillé il y a quelques années. Puis, on a décidé de faire un cours de qualité avec des exigences élevées. C'est-à-dire qu'on les place dans des situations où on leur fait comprendre qu'enseigner une discipline artistique, ça prend des connaissances. Donc, je pense qu'à partir du moment où on les met dans un apprentissage sérieux, solide, ils peuvent se rendre compte que c'est
très plaisant faire de l'art dramatique, par exemple, mais que ça prend des connaissances aussi spécifiques pour pouvoir les enseigner. Puis moi, je trouve que de les amener à nous connaître, ben c'est de les amener à nous respecter. Donc, je vous encourage fortement, quand c'est des programmes qui sont en cours de révision, de contacter l'équipe de la faculté au décanat. Là, Ça est obligé de nous envoyer un autre courriel. Aux études, puis que vous participiez aux travaux là, quand ça va se faire, et non pas que ce soit comme une goutte d'eau ajoutée là, quand la coupe est déjà pleine. Sensibilisation aussi qui peut passer par le contenu culturel de chacune des matières scolaires. Je retiens aussi l'ouverture interdisciplinaire. Je pense que dans la formation à l'enseignement, peu importe qu'on soit spécialisé dans une discipline artistique ou titulaire, ou déjà d'avoir une ouverture interdisciplinaire. Je pense que dans nos programmes de formation à l'enseignement, il faut tenir compte de cette dimension-là. Peut-être que dans le référentiel de compétences, ce sera pris en compte dans l'actualisation du projet référentiel de compétences. Cette dimension-là de l'interdisciplinarité sera prise en compte. On devra en prendre compte. Faire du pouce sur l'idée de projet, cette idée de projet soulevée par M. Claude Dauphin ici. C'est vrai que l'idée de projet, en fait, le projet naît d'une émergence d'idées portée par un individu, souvent. Et effectivement, les enseignants d'art dans les écoles sont des porteurs de projets, c'est-à-dire que les idées émergentes, souvent, aller vers l'autre. Et effectivement, dans la formation à l'enseignement des enseignants au primaire et au secondaire, au BES, là, au bac en enseignement, cette ouverture disciplinaire-là peut venir aussi dans un autre sens, c'est-à-dire habiliter ces futurs enseignants-là à aller vers les disciplines artistiques aussi. Ça va peut-être un petit peu dans le sens de ce que tu disais, Carole, c'est-à-dire que ne pas attendre que ce soit les enseignants d'art qui... En fait, on est générateur de projets. Hein. Être un artiste, c'est générer du projet. On est toujours en émergence d'idées, en incubation d'idées. On réalise, on met en œuvre, on conçoit, puis on entre en dialogue avec les autres. On n'a pas le choix, sinon il n'y a rien qui se passe. Et puis, il n'y a pas de public qui vienne voir nos œuvres non plus. Alors, je pense que cette idée d'ouverture interdisciplinaire, elle est très importante de part et d'autre de la formation à l'enseignement. Alors, je vous remercie infiniment de vous être déplacés ce soir, d'avoir participé à cette discussion. Et nous, on va poursuivre. En tout cas, on a du matériel. On vous a fait une synthèse assez courte, mais on a du matériel pour écrire au moins un article. On va commencer par un. Et donc, on va poursuivre la réflexion. Peut-être pour le mot de la fin, je ne sais pas si M. Gauthier aimerait dire un petit mot de la fin. Écoutez, vous êtes présent. Auriez-vous donné votre opinion, M. Gauthier, sur la conférence que vous venez d'entendre? Avez-vous un commentaire, une réflexion? J'aurais beaucoup de commentaires. Et c'est un peu difficile encore pour moi je ne suis pas dedans. J'ai quitté le domaine de la question du rapport Rio au moment où on remettait le rapport au gouvernement, qui est un gouvernement d'union nationale, je le répète. Et c'est des... Bon, alors, laissons faire le présent. Et depuis 50 ans, j'ai rien touché. Tous les contacts, tous les réseaux, je me suis isolé. J'ai fait comme si vous voulez, une retraite intérieure au Québec. Et là, devoir intervenir dans une discussion comme ça, j'ai imaginé tantôt avec vos soucoupes volantes. On était dans Star Trek. Ouais. Avec les transversalités, puis et ces satellites, etc. Tandis qu'ici, on avait un deuxième discours avec
Vincent et Christine. Un discours qui prenait... je sais comment ça s'est passé. Vous avez ramassé un dossier que je vous ai remis il y a quelques semaines, à peine 2 mois. Et... Ah, OK. J'entends la différence. Alors, il y a quelques semaines, je remettais ce dossier et vous êtes en train de le travailler. Et je trouve ça correct, mais je trouve ça correct parce que dans ce dossier-là, on répond à une question. Qu'est-ce qui était prévu pour l'application du rapport? Et le CIRA en question, on revient à des modèles d'enseignement et même d'institutions ou d'instituts ou de structures à mettre sur pied pour porter les projets. Le projet, c'est-à-dire les recommandations. Et pour moi, une recommandation, ce n'est pas un souhait. Vous avez, quand le gouvernement crée une commission de ce type-là, il demande au commissaire de statuer sur... et on a statué. On a identifié des choses. Il y a des choses qu'on n'a pas retenues. Et aussi, on a eu des ratés. Il y a des choses qu'on n'a pas réussi à faire. On a manqué d'argent, manqué de temps. En tout cas, c'est tout un processus. Alors, ce soir, je me retrouve à devoir vous donner ma réaction à ce que j'ai entendu. Pardon? Vous n'êtes pas obligé. Oui, mais non, moi, je peux faire un petit bout. Je l'achève, là, de toute façon. Alors, oui, j'ai senti des différences entre vous et il y a des questions à répondre entre ce que j'entendais, vos collègues, vous, qui parlaient aussi d'une autre manière de travailler. Donc, moi, ce qui me rend heureux, c'est que le rapport soit encore vivant et qu'on l'ait sorti de ses boulomites pour en le fêter à ses 50 ans, parce qu'il vaut la peine. Il était porteur d'idées même incomplètes, et même avec ses erreurs, parce qu'il y en a des erreurs. Et là, je vais nommer tout de suite la disparition de l'École des beaux-arts. C'est une grave erreur, très, très grave. Donc, les arts plastiques ont beaucoup de travail pour se replacer. Et là, j'en prends même personnellement, parce que ils ont mangé des coups. En tout cas, ceci dit, je trouve ça extraordinaire qu'on fasse revivre le rapport et qu'on le fasse revivre de cette façon-là. Parce que c'est de cette façon-là qui s'est écrit le rapport, qui s'est réalisé. De la façon, et vous le continuez avec votre démarche. Bravo. Alors, on se dit sans doute à la prochaine et encore merci de vous être déplacés pour nous avoir entendus. Merci à tous.